Voilà, le type de pitre qui était tout le temps en train de faire le fou. Tout le temps. Il adorait se filmer, il mettait ça sur les réseaux. Il était connecté de partout. Twitter, Facebook, Instagram. Il n'avait pas encore essayé TikTok. Et moi, c'est ce qui me plaisait chez lui parce qu'il me faisait rire tout le temps. Moi, je suis très sensible à l'humour. Moi, on me fait rire, ça y est. C'est mon meilleur ami. C'était surtout ça. J'ai épousé mon meilleur ami. On s'est connus, j'avais 16 ans. Et le 5 février, il nous a quittés. En France, on ne pense pas à l'après-décès. Les familles, lorsque quelqu'un vient de décéder, la grande priorité, c'est évidemment l'organisation des obsèques. C'est ensuite les démarches traditionnelles qui est en soi quelque chose de très fastidieux également. Et ensuite vient, dans l'ordre des choses, la gestion de la vie numérique de la personne. Alors la notion de deuil numérique, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez novateur et assez nouveau comme sujet à traiter. C'est un marché en constante évolution et il va encore croître au moins pendant 10 à 12 ans. En fait, on a acté que ce marché-là était un marché comme un autre et en fait qu'il fallait justement le libéraliser et qu'il obéisse aux lois de la libre concurrence et du capitalisme. Le 5 février dernier, effectivement, mon mari est décédé. Patrice, c'était mon mari. Il est décédé suite à un cancer du pancréas. Ça s'est déclaré c'était très soudain, on n'était pas prêts. Donc on a eu grosso modo 1 an pour se préparer à la fin, en fait. Mais malgré cette année de préparation, la charge mentale dans une telle situation ne laisse que peu de place à la question du digital. Cependant, face à l'hyperactivité de son défunt mari sur ses réseaux sociaux, Johanna a été confrontée au deuil numérique et c'est loin d'être un cas isolé. Solution de paiement mobile, adresse mail, site de paris sportifs, en moyenne, un utilisateur possédait 150 comptes en ligne en 2018. Nous laissons derrière nous toujours plus de données personnelles sur Internet, ainsi nous allons tous, un jour, être confrontés au deuil numérique. Alors, que restera-t-il de notre identité numérique après la mort ? Notre identité numérique est le reflet de notre personnalité que nous projetons sur Internet, nos goûts par les avis TripAdvisor, nos pensées via les blogs, de nos hobbies à notre vie professionnelle, tout est public et définit notre réputation en ligne. Cependant, lorsqu'un internaute décède, toutes les traces numériques laissées de son vivant subsistent. Pour répondre à cette problématique, de nouvelles entreprises aux services dédiés ont vu le jour ces dernières années. Pages et comptes commémoratifs, mémoriaux en ligne, gestionnaires de données post-mortem ou nettoyeurs d'irréputation d'un défunt, différentes initiatives pour rendre hommage numériquement aux morts fleurissent. La routine des géants du funéraire se voit bousculée par l'arrivée de nouvelles startups issues du monde de la DesTech. Malgré ce large éventail d'offres de services, la question du deuil numérique n'est pas encore conscientisée par la majorité des internautes, causant de nombreuses victimes comme Johanna. C'est pourquoi le principal enjeu de la DesTech est de sensibiliser la société à cette problématique. L'anticipation de sa mort numérique, comme celle de sa mort physique, doit devenir une habitude. C'est vrai que associer tout le secteur de la mort, entre guillemets, ou du deuil, à la numérisation, c'est quelque chose qui est assez pionnier et assez nouveau. D'associer des services numériques à ce moment assez difficile de la vie, finalement, notamment pour les proches du défunt, c'est quelque chose qui est assez récent pour une raison assez simple, je pense, c'est qu'il y a toujours le deuil et puis un peu le tabou de parler de la mort, quoi. Malgré tous ces tabous-là, en fait, et finalement aussi grâce à ces tabous-là, on parvient à maintenir quelque chose de l'ordre d'une relation avec le mort et de poursuivre sa vie, en fait. Puisque du coup, c'est quand même ça l'enjeu dans la question du deuil, c'est je suis terrassé ou je suis intimement blessé, meurtri par quelque chose que je ne comprends pas forcément entièrement, et pour autant,
Je vois bien des gens qui continuent à vivre autour de moi et je vois bien que je continue à respirer. Au début de mon deuil, je postais des fois des petites phrases un peu mélancoliques ou un peu des petites phrases par rapport au fait que je pensais à lui ou des choses comme ça. Et puis je me suis dit, ben non, parce que du coup, j'entraîne tout le monde avec moi. Sur mon fil d'actualité, les gens qui ont mes publications sur leur fil, je les entraîne tous avec moi là-dessus. Ce qui est intéressant avec le numérique, c'est que ça rend visible certaines expressions du deuil. Et que, effectivement, ce qu'on pouvait se dire dans sa tête, là, on va essayer de le retranscrire à travers un espace où c'est visible. Et qu'il faut surtout pas rentrer dans ce qu'on peut appeler le piège du visible, en fait. C'est pas parce qu'on le montre que c'est ce qui se passe concrètement. Alors que sur un compte commémoratif, il n'y a pas de fil d'actualité, c'est juste on va sur le compte commémoratif, on dit son petit mot, sa petite phrase, on la dépose. Parce qu'en fait, c'est comme de déposer son ressenti à des moments précis où on en a besoin. Voilà. Et puis c'est comme une espèce de dialogue avec la personne. Donc du coup, oui, ce compte commémoratif que j'ai pas pu créer là-dessus, pour ça me manque pas mal. Des gens vont absolument pas vouloir continuer la transformation de la relation avec la personne défunte à travers les espaces du numérique et vont dire stop. Et d'autres vont avoir besoin de revenir sur le profil, d'archiver des images, des vidéos, de contacter le mort sur sa messagerie vocale, en fait, de laisser des messages sur sa messagerie vocale, de laisser des messages en messagerie privée sur telle ou telle application. En fait. Après, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces traces-là ? Il va y avoir des questions juridiques. En fait, comment est-ce qu'on les utilise ? Qui peut les utiliser ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je peux anticiper mon décès avec toutes ces traces numériques que je vais laisser ? Et là, la réponse de la loi, elle est très claire. Soit vous laissez des directives, et auquel cas, ces directives, elles sont ou générales ou spécifiques, et vous désignez un tiers de confiance certifié par la CNIL, ou vous ne laissez pas de directives. Mais s'agissant de tous mes comptes, réseaux sociaux, du contenu de mes messages, si je n'ai rien fait, la seule chose que pourront faire les héritiers, c'est simplement écrire au responsable de traitement, c'est-à-dire celui qui va gérer mes comptes sur mes réseaux sociaux, pour lui dire de procéder à une mise à jour et de justifier du décès et de clôturer les comptes. C'est la seule chose qu'ils pourront faire. Si le réseau social ne s'exécute pas, alors il faudra envisager une action. Une procédure plus facile à dire qu'à faire. Lorsque l'on traverse un deuil, les démarches administratives s'accumulent et le moindre problème technique peut devenir une épreuve insurmontable. Il est ainsi facile de se décourager, les réseaux sociaux n'étant pas encore une priorité. Pourtant aujourd'hui, 8 Français sur 10 possèdent au moins un compte sur un réseau social, un chiffre en constante augmentation. À tel point qu'en 2070, il y aura plus de morts que de vivants sur Facebook. Les réseaux sociaux n'ont aucun intérêt à supprimer les comptes d'utilisateurs décédés, car leur recueillement numérique génère du trafic et donc de meilleures statistiques vendues à prix d'or aux annonceurs. C'est pourquoi leur stratégie est de travailler sur des fonctionnalités mémorielles plutôt que d'effacer des données. En incitant à ne pas supprimer les données, Facebook est en train de devenir le plus grand cimetière du monde. Mais alors que faire de ces comptes fantômes ? Plusieurs possibilités existent, dont leur transformation en compte commémoratif. C'était le vœu de Johanna. Quand on lui a annoncé sa maladie, on lui a aussi annoncé sa deadline. On lui a dit que voilà, il aurait tant de temps. Et du coup, vu qu'il savait, il se préparait à plein de choses. Parce qu'il voulait que son Facebook soit fermé, qu'il voulait que... Je lui ai fait d'accord, mais dans ces cas-là, nous, on aimerait bien récupérer des photos ou des publications que tu as mises. Puis je lui dis, puis surtout pour sa famille, ses frères et sœurs, sa famille est en Guadeloupe, parce qu'on est de la Guadeloupe. Surtout eux, ils auraient vraiment voulu pouvoir récupérer les photos, les publications, les vidéos, parce qu'après, quand la personne s'en va, il ne reste plus que ça, en fait. Je lui dis, est-ce que ça t'ennuie pas plutôt qu'on fasse un compte commémoratif ? Et puis, comprenant qu'on voudrait avoir un endroit où garder des souvenirs, ou retourner, des fois poster des choses. Je sais que sa famille aurait adoré pouvoir, de temps en temps, ou à des dates clés, ou quand il pense à lui, mettre un petit mot, enfin des choses comme ça. Et c'est ce qu'on avait prévu de faire. Et en fait, j'ai pas pu faire ça. J'ai fait plein de demandes auprès de Facebook pour pouvoir transformer le compte en compte commémoratif. Et ça n'a jamais
fonctionner. J'étais tellement décontenancée du fait que ça devait être simple. Il y a 4 ou 5 lignes à remplir sur le formulaire en ligne, le truc à télécharger, et basta, ça devait être simple. Et de voir qu'en fait, non, ça n'a pas été. Je pense que c'est ça qui a fait vriller mon cerveau, hein. Devant l'exaspération de la famille à cause des notifications intempestives du compte du défunt, une phobie administrative naissante, mais surtout une méconnaissance des services de deuil numérique, Johanna décide de supprimer, malgré elle, le compte de son mari. Des milliers de souvenirs associés disparaissent, une seconde mort de son mari, d'après ses propos. C'est un crève-cœur, parce que du coup, on peut pas... on sait qu'on va perdre ces choses-là définitivement et qu'on ne pourra plus les rattraper, qu'on ne pourra plus les retrouver, que je ne pourrai plus les relire. Je vais m'en souvenir en espérant qu'en vieillissant, je ne devienne pas sénile et que je m'en souvienne plus. Mais en tout cas, j'ai plus que ça pour m'en souvenir. C'est dommage d'avoir accès à ce type de technologie où on peut conserver indéfiniment la mémoire et la parole des gens et que, en fait, de perdre ça. Si ça avait fonctionné, ça aurait été la meilleure chose possible. Seule face à cette situation, Johanna aurait pourtant pu faire appel à des entreprises pour l'aider. C'est notamment le cas de Repos Digital, une start-up située à quelques kilomètres de chez elle, à Bordeaux. Cette entreprise, fondée par Kylian Weder il y a un peu plus de 2 ans, a développé un algorithme permettant de détecter l'ensemble des comptes créés par le défunt. Une rencontre entre Johanna et le jeune entrepreneur aurait pu rendre le deuil numérique de la veuve plus paisible. Les familles, quand elles finissent par se rendre compte du problème, elles tentent d'y répondre seules parce que elles n'ont pas été mises en relation avec des professionnels, elles ne connaissent pas les solutions. Et tout ça pour dire que le besoin, il est quand même présent, parce qu'aujourd'hui, dès qu'une personne décède, qu'elle a moins de 65 ans, 70 ans, aujourd'hui, c'est une personne qui est connectée. Elle a, dans une très grande majorité des cas, un réseau social, voire des réseaux sociaux. L'idée, c'est vraiment d'aider la famille sur tous les sujets, sur toutes les problématiques qu'elle pourra rencontrer liées aux données d'une personne suite à son décès. Les gens pensent qu'on pirate les comptes ou quoi que ce soit, c'est évidemment pas le cas. En fait, on va contacter chaque site en informant le décès, avec un acte de décès, avec un livret de famille qui prouve que la personne qui fait la demande est bel et bien un proche. Voilà, en contactant tous les sites, en apportant la preuve du décès et puis en disant voilà, la famille souhaite que vous le supprimiez, que vous le transformiez. C'est de cette manière qu'on va en fait gérer l'ensemble des comptes. Mais Repos Digital n'est pas la seule entreprise à s'être positionnée sur le marché du deuil numérique. Start-up innovante, pompes funèbres, banque assurance, toutes se sont positionnées sur ce nouveau secteur. En pleine expansion et aux marges juteuses, le marché de la DesTech est profondément mêlé à celui du funéraire. Preuve de la croissance de ce marché, le chiffre d'affaires du secteur du funéraire ne cesse d'augmenter depuis 2015. Entre 2015 et 2021, une hausse de 25,6% du chiffre d'affaires de ce secteur a pu être observée à cause du vieillissement de la population française. Poussées par une désacralisation de la mort et une digitalisation de la société, ces nouvelles entreprises viennent bousculer le marché du funéraire. Et là, il y a des nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché, sur le digital, qui répondent soit à une très bonne idée, soit à une demande. Aujourd'hui, mes clients n'ont pas l'approche de me demander les services d'une société comme par exemple le Repos Digital, mais ils ont raison de se mettre en place avant ce marché croissant qui va être pendant 10-12 ans, donc ils seront en place. Les gens qui viennent nous voir en général sont les ayants droit et qui viennent nous voir pour nous demander de nettoyer ou la réputation de la personne par rapport à des choses qu'on va voir lorsqu'on tape son nom dans Google et qu'ils souhaitent finalement qu'on voit autre chose que ces choses-là, quelles que soient les raisons. Ou alors des gens qui veulent être en paix et parvenir à faire leur deuil. Un cas qui est malheureusement assez commun, un compte de réseau social qui appartient à quelqu'un, la personne est décédée, le compte n'a pas été fermé, et soit il continue à vivre sa vie de compte de personne avec un certain nombre d'interactions, telles que des souvenirs, des contenus qui peuvent être réactualisés parce qu'ils ont été partagés, likés, qui fait qu'ils vont remonter, repasser dans la timeline, par exemple, de la famille, ou des dates anniversaires.
et donc de gens qui ont besoin de faire leur deuil et qui veulent clôturer. Et pour ça, le clôturer de manière concrète. Depuis le début, accompagné plus de 400 familles. Actuellement, Repos Digital, c'est 40 000 € par an. Donc on voit que typiquement, vous voyez, 40 000 € par an, c'est pour une entreprise, c'est ridicule. Mais on est content parce qu'il y a une très très belle progression. Une croissance certaine qui interroge cependant, puisqu'il est encore difficile d'estimer combien pèse l'entièreté du marché de la DesTech. Encore embryonnaire et opaque, il reste de nombreuses zones d'ombre à éclaircir autour de cet écosystème, et notamment sur le cadre juridique et éthique dans le but d'encadrer les entreprises de plus en plus nombreuses, que la course au profit ne s'effectue pas au détriment de la protection des données personnelles qu'elles manipulent. On ne fait pas ce qu'on veut. Ce n'est pas parce qu'il y a une absence de définition véritable de l'identité numérique, des traces que vous laissez sur Internet, que vous êtes laissé désarmé face à la gloutonnerie, l'avidité de certains. Donc pose la question de savoir, à la mort de la personne, donc du défunt, qu'est-ce qu'on fait de ces données? Si personne n'est propriétaire, ça veut dire que d'un point de vue des ayants droit ou au niveau de l'héritage, est-ce qu'ils ne vont pas pouvoir accéder à ces données parce qu'il n'est pas propriétaire. Donc comment on peut accéder et être propriétaire soi-même de quelque chose que le propre propriétaire n'était pas? Parce que ces données ne vous appartiennent pas, vous n'en êtes que les usufruitiers. C'est un droit de la personnalité. Et donc en tant que tel, vouloir les réduire à un objet patrimonial pour en faciliter la transmission, c'est peut-être se tromper de combat. Le vrai combat, c'est d'exercer son autocritique, et le vrai combat, c'est de contrôler, de maîtriser le sort de ces données, fut-il post-mortem. Les GAFAM sont toujours les grands gagnants dans l'histoire, en général, puisque c'est eux qui sont le mieux placés pour récolter un maximum de données. Si vous allez sur la stèle funéraire de M. Tartampion, qui a été accompagné par la société funéraire A, Google, lui, il sera au courant de beaucoup d'infos et d'interactions. Il aura l'avant, il aura l'après, il aura le pendant. Et effectivement, il va prendre une grande quantité d'informations. Pour autant, et là, on rentre dans les conditions générales d'utilisation spécifiques de site à site. Donc, ce qui va être vrai pour la société funéraire A ne le sera pas nécessairement de la même manière pour la société funéraire B. C'est vraiment au cas par cas. Il peut tout à fait dire qu'il ne fera rien des données qu'il va recueillir à l'occasion de la consultation des stèles funéraires. C'est possible. Il peut tout à fait les enregistrer, les exploiter et les utiliser à son propre bénéfice. C'est possible. Il faut les acculturer, donc une vraie culture de l'éthique du numérique au sein de ces entreprises, parce qu'elles ont un vrai rôle à jouer, et il faut garder ce lien de confiance qui est déterminant, parce qu'on parle de la donnée très très sensible, de la personne. Et donc du coup, il va falloir qu'elle développe un comité d'éthique stratégique, une charte éthique qui s'en décline, un guide de bonnes pratiques éthiques, sur les réglementations, sur des actions à mettre en place. On aimerait monter un comité d'éthique composé de professionnels du milieu, d'experts en deuil, d'experts en droit, en notariat, etc. L'idée, c'est nous, typiquement, nous aider directement sur nos prises de décision quand ça arrive, et puis même de manière générale, un peu créer des débats officiels pour aider la juridiction à avancer, pour aider le grand public à connaître tout genre de problèmes. En même temps, ça serait un vœu pieux, mais en vrai, personne n'a envie de se tirer une balle dans la cuisse. L'essentiel des gens qui gagnent de l'argent grâce aux données, leur intérêt, c'est de continuer à pouvoir utiliser les données. C'est pas de trop se restreindre pour ne plus les utiliser. Nous, chez Hyprotego, c'est notre philosophie depuis le début, on n'utilise pas le fichier client, ça serait un peu antinomique qu'une société de nettoyage et de suppression de données personnelles utilise les données personnelles pour faire de l'argent. Non. Et donc ça, c'est important de créer un comité pluridisciplinaire avec des juristes,
avec des corps de métier autour de la mort, ça c'est nécessaire, des responsables du numérique forcément, mais aussi des associations peut-être de défunts, je ne sais pas, ou autres citoyens qui auront aussi leur mot à dire et à apporter en disant d'un point de vue quotidien et pragmatique qu'est-ce qu'ils veulent pas. Et c'est vraiment ça qu'il faut mettre en place. Au-delà des intentions louables, aucun cadrage éthique concret n'est encore mis en place, une étape primordiale pour les acteurs de la DesTech au vu du marché grandissant. Leur responsabilité dans la gestion des données personnelles de défunts en fait un enjeu prioritaire, encore plus dans le contexte délicat du deuil. Ces nouvelles startups ne sont pas les seules actrices du marché du deuil numérique. Les banques assurances et les pompes funèbres en sont également partie prenante. Ce triangle forme l'écosystème de la DesTech. D'un côté, nous avons les banques assurances. Elles investissent, subventionnent et établissent des partenariats avec ces nouvelles startups. Leur objectif est d'inclure ces services de deuil numérique dans leurs contrats obsèques, dans le but de se démarquer de la concurrence. Prenons l'exemple d'InMemory, une start-up proposant des services digitaux post-mortem. Après avoir bénéficié d'une impressionnante levée de fonds de 2,5 millions d'euros en 2018, d'importants investisseurs les ont rejoints. Dans l'acte des sociétés d'InMemory du 27 mai 2019 apparaît le tableau des souscripteurs de l'entreprise. Et en tête de la liste de ces investisseurs, nous retrouvons la banque assurance Allianz sous la forme de leur fonds d'investissement stratégique Innov Allianz 2 à hauteur de 1 500 000 €. Un tel investissement montre l'intérêt des banques assurances envers les services de deuil numérique. Pousser ce genre de start-up à développer leurs outils digitaux post-mortem leur permet par la suite de s'y associer. Aujourd'hui, c'est avec un total de 3 banques assurances, Malakoff Médéric, Allianz et le Crédit Agricole, qu'InMemory a noué des partenariats. L'intérêt financier est bilatéral. La start-up perçoit des redevances mensuelles de la part de ses partenaires en échange de l'intégration des services de deuil numérique dans leur offre de contrats obsèques, se démarquant ainsi des banques assurances concurrentes. Le deuxième effet de ces partenariats est fondamental pour que le business model de ces start-up de la DesTech soit viable. L'étape la plus importante pour une entreprise est de trouver ses 100 premiers clients et de les fidéliser. Le problème de ce marché est que la fidélisation au service de deuil numérique est quasi impossible. Un Français est confronté en moyenne à seulement 2 ou 3 deuils dans une vie. Ces nouveaux acteurs ont donc dû trouver des moyens détournés pour fidéliser leurs clients. C'est souvent par les assurances obsèques et les prévoyances, où en fait vous contractualisez de votre vivant un service pour quand vous serez mort. Et ça, c'est une fidélisation assez claire. Ça veut dire que voilà, vous avez payé sur X temps 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, 7 000, 8 000 € et que ça, vous avez des, je ne sais plus comment on appelle ça, mais des paniers, des lots en fait, qui se revendent entre assurances et mutuelles, etc., où en fait on rachète justement 300, 400, 500 000 personnes qui ont acheté une prévoyance obsèque en fait, ou qui ont... Et ça, c'est une manière de fidéliser. Et ça renvoie au fait que c'est ce que je vous ai dit, la mort est un marché. Sur ce marché, un troisième acteur est indispensable à l'écosystème de la DesTech, il s'agit des pompes funèbres. Voyant de nouvelles startups s'installer dans le domaine du funéraire et proposer de nouveaux services, les entreprises historiques du funéraire se sont associées à ces nouvelles entreprises de deuil numérique. C'est vrai qu'il y a pas mal de sociétés donc, qui font des partenariats ou qui essayent de faire des partenariats avec des entreprises de pompes funèbres ou dans le funéraire de manière générale pour se rapprocher du client final et avoir leurs produits intégrés. C'est ça qui a permis de donner une dimension plus professionnelle, d'avoir plus de familles accompagnées en passant par des professionnels funéraires, même si ça n'a pas été la solution magique parce que les professionnels funéraires ont d'autres priorités. Eux, avant tout, évidemment, leur mission, c'est la réalisation des obsèques. On a c'est un milieu qui, je vais me permettre de dire, est globalement pas très innovant, qui est pas très digital. Donc, les convaincre que parfois les familles qu'elles vont accompagner vont avoir des problématiques sur un compte Facebook, Instagram et Twitter, ils sont pas tous très réceptifs. Donc voilà, il faut vraiment en rencontrer énormément pour qu'il y en ait une petite partie qui disent ouais, c'est intéressant, et ensuite une autre partie qui arrive véritablement à distribuer, à proposer le service repos digital. La proposition commerciale, elle est faite par Pompes Funèbres de France, par exemple, aux familles. On leur propose les services de la société repos digital. On envoie les coordonnées donc, de la famille à repos digital qui, eux, prend contact avec donc, la famille et qui va gérer
l'ensemble de leurs prestations, contre rémunération bien évidemment. Ça permet surtout à la famille qui a un besoin d'avoir une réponse à ce besoin. Et nous, on touche une petite rémunération de la part de Repos Digital sur la prestation vendue. Bon, y a des conseillers qui ne sont pas très numériques, pas très digital, et donc pour eux, ils ne savent pas trop comment leur parler. Et ça fait écho à toute cette difficulté dans la distribution avec le milieu funéraire, qui est que quand c'était à eux de leur vendre, ils en parlaient pas beaucoup parce qu'ils trouvaient que ça ne concernait pas beaucoup de familles, et puis quand ils en parlaient, c'était difficile, ils ne savaient pas trop comment le faire, etc. Donc une fois de plus, il y a tout cet enjeu de devoir parler, de devoir éduquer, sensibiliser tant les familles que les parties prenantes du funéraire. Et ça, c'est une réelle difficulté. C'est un métier où on a des habitudes dans le funéraire. Et c'est vrai qu'on n'est pas encore tous rompus à proposer ces services-là. Mais avec une formation, ça viendra. Voilà. Pour l'instant, on est un petit peu dans le flou. On est en mesure de proposer tellement de choses dans le funéraire qu'aujourd'hui, ça coûte déjà très cher. Faut être réaliste. Et les gens n'ont pas des budgets trop extensibles, surtout ces derniers temps. Donc voilà, à développer. Voilà. Pour l'instant, on avance un petit peu sur la pointe des pieds, ça va venir. Voilà, ça va venir avec Repos Digital. Moi, je sais que je vais réfléchir avec eux d'une mise en place d'un forfait avec les familles. Tout aurait dépendu honnêtement du coût de ces prestations. En ce qui me concerne, je suis en demi-salaire, donc il y a des choses que je ne peux pas forcément me permettre. Alors si j'ai une prestation qui, si agréable soit-elle, qui dépasse un certain montant, moi je ne pourrais pas y accéder. Ça coûte 149 € TTC actuellement. La détermination du prix, elle était pas simple. Les démarches traditionnelles sont un petit peu plus prio que les démarches sur la vie numérique. Donc finalement, si on coûtait plus cher que les démarches traditionnelles, moi j'avais l'impression que ça allait être un frein supplémentaire pour les familles. Donc voilà, on a dû trouver un curseur qui devait être à placer entre ces trois sous-ensembles. Et aujourd'hui, on est arrivé à 149 €. Une formule à 150 € où pour le coup on fait tout, où on prend vraiment tout en charge, ça vaut extrêmement bien le coup, oui. Justement pour s'éviter la fameuse phobie administrative. Parce que quand ça survient, c'est très surprenant. On a l'impression d'être diminué, d'être devenu débile. Mais depuis qu'on travaille notamment avec les professionnels du funéraire, il y a une réelle professionnalisation et une amélioration de la distribution et de la commercialisation. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à avoir donc une récurrence de revenus beaucoup plus importante. Et donc oui, là où il y a encore un an, on faisait parfois quelques centaines d'euros par mois, aujourd'hui, on est effectivement à plusieurs milliers d'euros par mois et c'est en constante croissance. Au-delà des gains monétaires, là encore, ce partenariat est surtout un moyen efficace de faire connaître la problématique du deuil numérique. Trop peu connus du grand public, les startups ont ainsi jeté leur dévolu sur les pompes funèbres pour faire parler d'eux grâce au carnet d'adresses bien rempli de ces dernières. Donc typiquement, on essaye d'avoir plutôt de la récurrence avec les professionnels du funéraire, avec qui on essaye de vraiment travailler sur du long terme, avec de l'engagement. Et il y a une réelle progression depuis notamment un an, depuis qu'on travaille vraiment avec le milieu funéraire. Mais voilà, nous, l'objectif, c'est de croître et de pouvoir accompagner toujours plus de familles. Parce que l'accompagnement en tant que tel fonctionne, il marche très bien, les familles sont très satisfaites. Et aujourd'hui, effectivement, la difficulté, c'est la distribution, c'est la présentation, c'est la commercialisation. La question du numérique ne vient pas en priorité, en fait. Pas, entre guillemets, encore. Parce qu'il y a aussi plein d'autres choses que l'on vit dans le deuil et qu'on essaye de prioriser et que ces questions-là ne sont pas à l'ordre du jour tout de suite. Je ne me rappelle même plus toutes les sociétés qu'il faut contacter, des organismes de retraite, des organismes il y a le CARSAT, des trucs comme ça, les organismes de carrière, je ne savais même pas que ça existait. Est-ce que la question des traces numériques post-mortem va vraiment être un enjeu majeur dans le décès et dans le vécu du deuil de la majeure partie d'entre nous? On dit toujours mourir peut attendre. Mais sur Internet, malheureusement, personne n'est à l'abri d'un accident, etc. Et on n'a pas le temps d'organiser et de prévoir l'avenir. Ça vaut dans le monde physique, c'est encore pire dans le monde numérique. Pour la société, les futurs endeuillés et pour le marché de la Destech, l'enjeu dans les années à venir sera donc de conscientiser la problématique du deuil numérique, que l'anticipation et la gestion de la mort digitale deviennent un réflexe afin d'éviter d'autres cas similaires à Johanna.
Avec plus de 600 000 morts par an en France, le marché de la Death-Tech n'en est qu'à ses prémices et n'est pas prêt de s'essouffler. Les banques assurances, les pompes funèbres et les startups devront travailler main dans la main afin de solidifier ce marché naissant. Pourtant, il reste encore des zones d'ombre à éclaircir. Le côté juridique et éthique, qui reste flou, doit absolument être levé, sous peine de voir de potentielles dérives apparaître. Je pense que les nouvelles générations, dites les générations Z, entre guillemets, qui sont nées dans le digital, elles, ou qui seront amenées à développer de plus en plus le métavers, c'est quelque chose, je pense, qui viendra plus naturellement. Je pense qu'on en est encore loin de ces réflexes-là. Il y a un vrai travail, encore une fois, d'acculturation, de sensibilisation, de prise de conscience. Mais sincèrement, ce n'est pas la priorité des personnes, ça c'est sûr. Mais c'est un sujet qui va prendre de l'importance. Et ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas vrai demain. Et l'ordre de priorité risque de changer, ça c'est sûr. Donc reprenez la main sur vos données, reprenez le contrôle. La technologie, ce n'est qu'un outil. Continuez à tenir le manche. C'est tout. C'est simple. Mais ça suppose qu'on dépasse certains biais cognitifs et qu'on ne reste pas confronté à nos habitudes, à notre lassitude et notre servilité. L'indépendance de notre pensée ne doit jamais être étouffée par la technique. Et il y a des acteurs qui sont très actifs dedans, qui sont très innovants dedans, qui sont ambitieux, qui ont aussi envie d'apporter une pointe de technologie pour répondre aux enjeux des familles. On peut présumer un très bon avenir pour Opogital parce que, donc, comme on le dit, c'est pas dans 5 ans ou dans 10 ans qu'il n'y aura plus Internet ou qu'il n'y aura plus personne qui décède. La Death-Tech, il va continuer à évoluer et à se structurer. Je pense qu'il suit la même courbe que tous les marchés. Aujourd'hui, il n'a pas encore véritablement explosé. Il en est encore dans la phase où il prend de l'importance. Et il suivra, à mon avis, la courbe habituelle, une explosion avec une consolidation derrière, et puis un redémarrage plus raisonnable et plus maîtrisé, et vraiment une grande diffusion dans les usages. Je pense que dans quelques années, il sera évident pour chacun de prendre en compte ce volet-là, et que tout le monde aura à un moment donné dans sa petite vie d'utilisateur réfléchi sur qu'est-ce que je souhaite faire de mes données personnelles à mon décès. Je pense que les services comme le nôtre vont se dupliquer. Je pense qu'on va voir émerger de plus en plus de concurrents. Ça va fonctionner. Je n'ai pas de doute sur le fait que ça fonctionne. Ils arrivent tôt, il y aura d'autres acteurs. Ça va encore être une bataille de prestations de services, de rémunération et choses comme ça. Il faut un peu de communication parce qu'il faut que les familles comprennent exactement quelles sont les prestations. Ça, c'est important de l'expliquer. Voilà. Et moi, je pense qu'ils vont y arriver d'ici 6 mois, 12 mois, ils seront bien en place et on va systématiser l'offre, je pense. Il faut savoir que dans tout marché, la concurrence, elle est saine, elle est bonne. Finalement, elle veut bel et bien dire qu'il y a un besoin et qu'il y a des gens qui arrivent à trouver la distribution pour adresser leurs solutions. Donc déjà, la concurrence, elle est plutôt saine, elle est plutôt bonne. J'ai pas peur de la concurrence, c'est sain la concurrence. Ça prouve qu'on a raison, ça prouve qu'il y a un marché, ça prouve qu'il est dynamique s'il y a de la concurrence. Le bénéfice d'un marché concurrentiel est toujours en général pour le consommateur, pour l'utilisateur. Vous aurez toujours des traces du défunt qui viendront vous rappeler qu'il est mort et qu'éventuellement il y a quelque chose encore à faire et que ça vous trouble plus ou moins. Et ça dira beaucoup de choses plutôt de où est-ce que vous en êtes vis-à-vis de ce décès-là et de tous les autres et de votre vie X années après le décès. Il y avait une publication dont je me souviens, mais que du coup personne ne se souviendra, où il avait mis une photo de moi. Moi j'ai toujours eu un gros problème avec ma propre image. Et un jour, il avait fait une publication d'une de mes photos qu'on avait pris à Saintes. Et il a publié cette photo-là en écrivant « La plus belle femme du monde ». Je trouvais ça énorme. Parce que je me suis dit « Mais où est-ce qu'il voit ça ?» J'étais là, mais... Et c'est vrai que la photo, elle était pas mal. Et ben oui, ben voilà, ben la photo et la publication qu'elle a avec.
cette photo-là, je l'avais sur d'autres supports, donc c'est bon, j'ai pas perdu la photo. Mais j'ai pas perdu la photo, mais le commentaire, la publication qu'il avait mise avec la photo, pour le coup, c'est perdu. Peut-être se renseigner en amont, parce que là, d'être sur le fait accompli à devoir le faire et pas y arriver, c'est compliqué. Ouais.